Bonsoir à tous, mon nom c'est Margarita Romero, je suis directrice du laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, LIN, qui est un nouveau laboratoire à l'université Nice-Sophie Antipolis. Comme vous avez pu l'entendre, mon accent, il n'est pas niçois, mon accent, il est de Barcelone. Mon passeport, il est français et ma fille, elle est canadienne. Mais comme chercheur et comme enseignante sans frontières, la question que je me pose, c'est la question des usages du numérique à l'école. Faut-il intégrer le numérique à l'école, oui ou non? OK, on a déjà des oui. Excellent, c'est super parce qu'après, on va voir si vous dites oui ou ça dépend. OK, donc on commence. Et je voudrais savoir combien d'entre vous ont des enfants de moins de 10 ans. OK. Donc maintenant, avec ou sans enfants, je vais vous proposer d'imaginer que vous avez 10 ans et encore tous vos cheveux et que vous regardez à cette image. OK? Qu'est-ce que vous voyez? OK, il y en a qui ont vu comme moi, il y en a des vieux comme moi, qui ont vu un téléphone à cadran. Mais si vous montrez ça à des enfants, ils ne voient plus un téléphone. Ils voient une tomate avec des lunettes de soleil qui ne sont plus à la mode. OK? Donc, vraiment, ça a beaucoup changé. En réalité, c'est Toumatic. C'était un personnage super cool et super branché des années 90. Et on continue dans les images qui nous font sentir vieux. Moi, j'ai appris à la dactylographie, donc avec ce type de machine où, si on s'est trompé, nos doigts étaient arrachés entre les deux touches. Hein. J'ai connu aussi les cassettes et l'utilisation des stylos bic pour les enrouler et les dérouler. Et les Walkman. Tout ça, pour nos enfants, ce sont des technologies qui leur font les mêmes effets que moi, ça me fait en l'avoir. C'est du type « ça existait ça? C'est horrible !» Donc, nous avons vraiment connu un progrès technologique qui a été très bon, mais qui nous a fait parfois tomber dans une certaine technophilie. Je vous rassure, la technophilie n'est pas une maladie, ce n'est pas contagieux, a priori, mais c'est un enthousiasme trop important pour les soi-disant nouvelles technologies. Donc, il y a quelques années en arrière, et en étant technophile, donc je travaillais dans des startups en e-learning. C'était l'époque où on pouvait se faire embaucher à deux très rapidement au bout d'un entretien en 5 minutes. Et aussi, c'était l'époque où, encore comme aujourd'hui, on court à la nouveauté technologique. J'étais donc comme un hamster qui court à l'intérieur d'une roue et qu'il faut courir très vite parce qu'il faut toujours se tenir à jour des nouveautés technologiques. Mais j'ai vécu 3 crises existentielles fortes qui ont fait que les hamsters technophiles à moi est sorti de la roue, ou plutôt il a été éjecté. Donc j'ai mordu la poussière et j'ai eu le temps de réfléchir. Première crise existentielle. J'ai connu l'obsolescence. Donc j'étais développeuse dans un langage de programmation que peut-être certains d'entre vous connaissent, l'ActionScript. Et ce langage-là, du jour au lendemain, quelqu'un en Californie a décidé qu'il ne voulait plus de flash dans ses pommes. Et du jour au lendemain, nous, les développeurs ActionScript, sommes devenus obsolètes. Yeah. Deuxième crise existentielle. Donc, je me suis dit, bon, on va se lancer, on va créer une entreprise. Hein, et en même temps, parce que ce n'est pas trop simple de créer une entreprise, je vais me lancer dans une thèse en e-learning. À l'époque, j'étais no life, je n'avais pas d'enfant, donc je pouvais encore travailler la nuit. Et voilà, de se faire une thèse, ça a été toute une démarche qui a changé ma manière de penser. D'un côté, mon mari a pris ma place en cuisine, mais j'ai pu aiguiser la pensée critique. La démarche scientifique nous apprend à nous poser des vraies questions. Et donc, la question de quels sont les effets du numérique en éducation et pour l'apprentissage. Est-ce que ce sont des effets positifs? Et tout de suite, on va répondre oui, les numériques à l'école, c'est oui. Ou est-ce qu'il y a des effets négatifs? Et les réponses, malheureusement, c'est pour ça qu'en recherche, on se pose beaucoup de questions et on n'a pas souvent de réponses, c'est que les réponses ne sont pas toujours très claires. Et face à ça, je vous dirais que ça reste la meilleure technologie. Donc, en cas de doute, il vaut mieux privilégier les papiers-crayons. Par exemple, nous savons aujourd'hui que quand on prend des notes sur papier-crayon, peut-être il y en a qui prennent encore des notes dans des blocs-notes. Ouais, ok, ça va.
Donc, vous pouvez vous rassurer, vous n'êtes pas has-been préhistorique, vous êtes simplement en train d'utiliser la meilleure technologie pour mémoriser l'information. Parce que quand on compare la prise des notes avec papier-crayon et on la compare avec la prise des notes sur ordinateur, ce n'est pas du tout les mêmes résultats. On mémorise beaucoup mieux la prise des notes qu'on fait au crayon. Et ça pourrait être à la liste de tout un ensemble d'usages. On pourrait passer la nuit à décrire plein de résultats qui vont dans ce sens-là. Donc, on ne pourra plus répondre « oui, les numériques a sa place à l'école ». Il va falloir que les numériques fassent ses preuves pour entrer dans l'école. Mais les crises existentielles ne sont pas finies. Il y en a une troisième, et sûrement il y en aura plus d'autres à l'avenir. Ça a été de devenir maman. Et là, d'un coup, en fait, tous ces mini-jeux que j'ai développés auparavant avec Flash, quand ça existait encore, toutes ces technologies donc, que j'ai été coupable de contribuer à collaborer, d'un coup, j'en voulais plus pour ma fille, parce que nous voulons tous les meilleurs pour nos enfants. Et justement, ce n'est peut-être pas les meilleurs qu'on peut offrir à nos enfants. Je vois trop souvent des enfants addicts aux écrans. Parfois, ils ont à peine 8 mois, qu'ils tiennent entre leurs petites mains, des téléphones, des tablettes et toutes sortes de technologies. C'est sûr qu'en tant que parents, si nous voulons faire une soirée tranquille au restaurant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sortons les mobiles et nous débranchons nos enfants. Okay? Mais en faisant ça, nous interférons de manière très grave sur les programmes naturels d'apprentissage des enfants. 1. La découverte de leur environnement. Et oui, quand ils se mettent sous la table des clients à côté. 2. L'interaction avec d'autres humains, quand ils nous interrompent tous les 2 minutes pour nous expliquer une bêtise. Donc oui, l'écran, ça nous facilite la vie, c'est confortable pour les parents, mais il interfère de manière trop importante sur les apprentissages des enfants. Dans ces contextes, l'école est parfois le seul endroit où les enfants peuvent encore apprendre et jouer sans écran. Et parce que c'est comme ça, je pense qu'il faudrait qu'on applique un principe de précaution. C'est-à-dire que si on n'est pas certain de la plus-value et de la pertinence des usages du numérique à l'école, il faudrait plutôt s'assurer qu'on sait encore utiliser un crayon pour écrire. Les chercheurs André Tricot, à l'ESP de Toulouse, nous rappellent qu'il y a eu beaucoup de mythes avec les technologies. Nous avons associé la technologie en disant, voilà, les numériques, motiver les élèves, c'est toujours une innovation. Mais ça a été notre hamster technophile qui nous a fait dire ça. Nous étions vraiment enthousiastes avec toutes ces nouveautés technologiques et nous avons cru que les numériques allaient résoudre tous les problèmes en éducation. La personnalisation, l'adaptation scolaire, la motivation parce que les activités sont nulles, tout allait être résolu avec les numériques, même la gestion de classe. Mais c'est incroyable, on a cru que les numériques étaient magiques. Et pourtant, les dernières études internationales de l'OCDE nous montrent bien le contraire. Plus les enfants passent du temps en classe face à un ordinateur, moins les résultats sont bons en mathématiques. Cela devrait nous faire réfléchir. Mais je vais vous donner de l'espoir dans cette deuxième partie, parce que quand l'OCDE appelle les différents pays, ou envoie un fax, je ne sais pas comment ils travaillent, il leur demande les heures du numérique à l'école. Et chaque pays, donc il va renvoyer un numéro, je ne sais pas comment ils l'obtiennent réellement, mais c'est dit quantitatif. L'OCDE ne s'intéresse pas à la qualité pédagogique des usages du numérique à l'école. Et là, il faut vraiment faire la différence parce que ce n'est pas la même chose faire des clics-clics sur un mini-jeu dans lequel il va y avoir juste à identifier une réponse qui est fausse ou une réponse qui est vraie. Des usages comme la robotique pédagogique dans lesquels les élèves vont être engagés dans une démarche de co-création dans lesquels il va y avoir du design, de la modélisation, de l'ingénierie et de la résolution de problèmes complexes. Bref, il faut vraiment faire la différence entre la quantité et la qualité. Pour prendre l'exemple de la nourriture, ce n'est pas la même chose 100 grammes de frites belges ou de patatas bravas que 100 grammes d'omelettes bio aux épinards. Donc, il faut vraiment qu'on dépasse la question de la quantité de numérique à l'école pour se poser la question de la qualité des usages du numérique à l'école.
Pour cela, nous avons travaillé à adapter un schéma de l'IPAC et en faire 5 niveaux d'usage du numérique à l'école. Dans un extrême, pour simplifier, on a la consommation passive. On est juste devant un écran et on va regarder des choses. Dans l'autre extrême, on est dans les usages participatifs du numérique. Mais prenons un exemple. Tout d'abord, je vais vous questionner comme quand on est en classe et je vais vous demander combien d'entre vous se rappellent la différence entre une roue motrice et une roue réceptrice dans un engrenage. OK, c'est assez catastrophique. Donc, cela veut dire que soit l'école n'a pas été assez bonne, soit vous n'étiez pas assez bon, soit les deux en même temps. Okay. Donc, ça veut dire que voilà, les leçons sur les machines simples, donc les engrenages, ne vous sont pas restés. Sûrement, vous n'avez pas manipulé des engrenages à l'école. Prenons l'exemple de ces 5 usages du numérique. Tout d'abord, la consommation passive. Cet usage, c'est celui qui engage le moins les élèves dans une démarche créative. Là, il s'agit juste d'accéder à une ressource numérique éducative, ça sonne bien, hein, mais en fait, en réalité, c'est juste lire un texte sur un manuel scolaire numérisé ou regarder encore une vidéo sur les engrenages d'un vélo. Moi, personnellement, je préfère sortir les élèves des classes et leur faire jouer avec des engrenages d'un vrai vélo. Mais revenons au numérique. Consommation interactive. Dans ce deuxième usage, on est en train de dépasser juste le fait de regarder et on peut cliquer. C'est déjà une avancée. On peut cliquer et on peut sélectionner la bonne ou la mauvaise réponse. Là, par exemple, à l'écran, vous voyez une question. Comment s'appelle la roue que l'on tourne en premier? Étant donné que vous n'étiez pas à identifier les bons usages, en fait, vous ne rappeliez pas qu'est-ce que c'était une roue motrice et une roue réceptrice, il est possible que vous répondiez à hasard. Et là, on a 50% des chances quand même de réussir. Donc, ce qui nous arrive avec ce type de contenu, c'est que parfois les résultats sont meilleurs, mais ce n'est pas parce que les élèves connaissent mieux, c'est parce qu'il y a 50% des possibilités de réussir. Bon, si vous prenez plus de réponses, il y en a moins, mais il y a l'hasard qui intervient là-dedans. Passons maintenant aux usages qui engagent l'élève dans la création de contenu. Tout d'abord, au 3e niveau, on a la création de contenus individuels. On peut par exemple créer une affiche, créer une animation, prendre ses Lego, créer des engrenages et faire soi-même avec les élèves une vidéo, ou encore faire une programmation sur un programme comme Scratch avec ou sans robot pédagogique à la sortie. Ce sont d'autres types d'usages dans lesquels l'élève n'est pas juste à consommer du contenu déjà tout fait, mais il est à construire du contenu avec les numériques. Mais encore mieux, quand ils font ça en équipe, c'est sûr que pour nous, enseignants, c'est plus bruyant. Mais pour eux, c'est mieux, parce que travailler en équipe, ça veut dire se disputer. Et se disputer, ça veut dire qu'on confronte parfois des idées et que ça peut donner parfois à des conflits socio-cognitifs. C'est-à-dire que l'idée erronée qu'on a au départ, elle est confrontée à celle des autres. Mais allons encore plus loin. Les points ici, c'est de faire des usages du numérique dans lesquels le numérique n'est pas l'élément important. C'est juste un outil de plus dans un projet qui engage l'élève dans un projet collectif et participatif, comme par exemple la création des maquettes des villes. Dans ces cas-là, les engrenages ne sont pas l'objectif central. On a rajouté d'autres objectifs. Il faut créer une maquette des villes, donc il faut construire des objets physiques, mais il faut aussi créer des véhicules autonomes, il faut créer des crues intelligentes, il faut créer des ascenseurs, donc il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'un engrenage, les manipuler et les programmer pour qu'ils fonctionnent réellement. On est en train de relever les niveaux et l'exigence tout en introduisant pas simplement des connaissances, mais également des compétences. Là, pour conclure, on est donc face à 5 usages du numérique et je vous pose la question, selon vous, à l'école, quels sont les usages les plus habituels? Si vous pensez que c'est l'usage de consommation passive, donc vous levez un doigt. Si c'est la consommation interactive, donc le fait de cliquer vrai faux, vous levez 2 doigts. Si c'est la création de contenu individuel, 3 doigts. Co-création de contenu, 4 doigts. Et si vous pensez que c'est l'usage 5 étoiles, donc co-création participative de contenu,
Donc, vous levez 5 doigts. Donc, selon vous, quels sont les usages du numérique à l'école? OK, donc je vois énormément. OK, il y en a un doigt, deux doigts, énormément de deux doigts. Et vous avez gagné. OK, excellent. Donc, en fait, l'usage qu'on a constaté dans les cadres des projets co-créatifs, c'est surtout des usages des consommations interactives. Les suivants, et ce n'était pas si mauvais, donc c'était la création de contenus individuels. Mais on ne retrouve presque pas des projets qui se situent dans la co-création participative. Dans ces mêmes projets, par contre, on a mené des ateliers dans lesquels les élèves étaient dans ce niveau-là. Et beaucoup d'enseignants nous disaient « Ah non, ça va trop loin par rapport au programme ». Justement, les élèves ont réussi et se sont engagés énormément parce que c'était bien plus difficile et bien plus complexe que ce qu'on leur propose habituellement en classe. Pour finaliser, donc la question, il ne s'agit pas, je vous ai posé une mauvaise question au départ, qui était celle du numérique ou pas à l'école. Donc la réponse n'est pas simple, n'est pas binaire, oui ou non. La question, elle est sur la qualité des usages du numérique à l'école. Il faut que nous allions au-delà des écrans, donc au-delà de penser que l'usage des tablettes ou des mobiles va résoudre des problèmes de motivation ou d'autres problèmes, et que nous pensons à engager les élèves pour être capables de devenir des citoyens critiques et créatifs dans les usages du numérique, mais surtout pour résoudre des problèmes ensemble. Merci.